Allez, c'est la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Jérôme Barré. Jérôme, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérôme, vous êtes avocat au cabinet Yards. Vous êtes entre autres spécialisé dans les crypto-monnaies. Et on va faire le point, parce que là, on est sur la dernière ligne droite pour les déclarations d'impôts. Exactement. J'ai des cryptos en portefeuille. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis d'abord très content pour vous que vous en ayez en portefeuille. Alors, ce que l'on doit faire, c'est qu'il y a un certain nombre de confusions. Juste un petit point pour rappeler. L'acheteur médian, l'âge médian de l'acheteur, oui. 30 ans. D'accord. 96% d'hommes. C'est un truc de Spieler, quoi. Hein. Truc de Spieler, CSP et des étudiants. Les étudiants à la fac, ça les intéresse beaucoup. Et en fait, on pense que 8% des Français auraient investi, et on se souvient que le crypto, le bitcoin plutôt, est monté à 61 000 € en 2021. Oui, et puis aujourd'hui, ça redescend. Donc une volatilité. Énorme volatilité. Et donc ça posera des questions, peut-être on étudiera tout à l'heure. Le sujet, c'est que je fais des opérations à titre habituel, très curieusement. Si j'avais des titres ordinaires et que je faisais des opérations à titre habituel, c'est-à-dire du volume, de la fréquence, des BIC en matière de crypto. D'accord. Et il faut faire attention parce que l'administration peut être vigilante et elle verra si vous avez, notamment si vous avez mis en place un mécanisme informatique suffisant et suffisamment lourd pour montrer que vous avez un intérêt plus que ordinaire. Deuxième sujet, vous faites du minage. Vous savez, le minage, c'est là une très grosse installation informatique. Et là, c'est du BNC, c'est à la marge, mais ça existe. Mais alors, si vous êtes le Jérôme Barré classique qui a un peu de crypto, comment ça se passe? Eh bien, la confusion souvent, c'est que on pense que le fait de conserver ces cryptos sur un même portefeuille et de faire de l'arbitrage, rien ne se passe. C'est vrai si on passe d'une crypto à une autre, pas de sujet. Mais si on passe d'une crypto à une devise, du dollar ou de l'euro, là on extériorise des plus-values ou des moins-values, c'est ça? Exactement. Et là, le fisc vous dit attention. Voilà, et là on a deux sujets. Le premier sujet, c'est bien s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas d'IFU, vous savez, l'imprimé fiscal unique, on n'a pas de plateforme qui vous donne un document vous disant, voilà monsieur ou madame, ce que vous avez réalisé. Ça n'existe pas. Sur les salaires, c'est simple, c'est pré-rempli. Sur les cryptos, il faut tout faire à la main. Il faut le faire à la main. Et le travail peut être important parce que la formule n'est pas simple. Je vais vous la lire, parce qu'elle est un peu compliquée, mais la plus-value taxable, c'est le prix de cession, vous vendez vos titres, donc c'est le prix de cession, face au prix total d'acquisition du portefeuille, multiplié par le prix de cession que vous avez fait, sur la valeur globale du portefeuille. Ce qui veut dire qu'en fait, vous comparez un prix de cession par rapport à un prix d'acquisition sur une valeur globale, mais à chaque fois que vous faites une opération, vous en faites une en janvier, mais vous devez recommencer la même formule en février, puisque la valeur globale de votre portefeuille a changé. Mais il vaut mieux avoir Excel sous la main, là. Hein. Ah oui, et je pense que pour beaucoup, c'est une surprise, et je pense que pour beaucoup, quand on fouille, non mais j'ai pas fait d'arbitrage. Si, monsieur, là, vous êtes un instant de raison, vous êtes passé en euros. Ah oui, c'est vrai, parce que je voulais acheter, mais je l'ai pas fait. Et donc là, vous avez de la plus-value. Là, vous avez de la plus-value. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que vous avez des comptes crypto qui sont à l'étranger. On ne sait pas où elles sont, les cryptos. Quand on ne sait pas, on a intérêt, même si ça peut paraître lourd, même si ça peut paraître fastidieux, de le déclarer, de dire j'ai un compte à l'étranger. Vous avez un imprimé 3916 bis pour les cryptos, faites-le. Un compte oublié, une année, c'est 1 500 € par compte et par année. Donc vous avez trois sources de crypto, vous prenez 4 500 € parce que vous l'avez oublié. L'administration, elle est très vigilante à ça, très vigilante à ça. Alors, les bulletins de recoupement sont difficiles pour l'administration aujourd'hui, mais c'est juste une question d'envie. Si on veut avoir les informations, oui, si l'administration a envie de s'amuser, elle s'amuse avec vous. Les cryptos en ce moment, c'est compliqué, on y va pas. Si on en a en portefeuille, on garde ou on vend? La question, voilà, c'est une question fiscale qui nous est posée. Qu'est-ce qu'on fait? Je parle bien de l'aspect fiscal. Sur l'aspect financier, c'est pas mon domaine, mais on voit bien que ça s'est écroulé. Alors, on pourrait tenter d'externaliser sa plus-value, sa moins-value plutôt. Donc, on vendrait ses titres, et puis à ce moment-là, on a sa moins-value qui arrive. Et cette moins-value, on voudrait l'imputer plutôt pour l'instant sur des titres de même nature. Mais si vous faites ce qu'on appelle un acheté-vendu, mais c'est plutôt un vendu-acheté, qu'est-ce qui empêcherait l'administration de considérer que vous ne l'avez pas fait pour des raisons économiques, mais pour des raisons fiscales, pour anticiper de la perte, et vous n'êtes pas loin de l'abus de droit. Sur des petits portefeuilles, on n'ira pas très loin. Mais sur des volumes plus importants, et puis ce que vous semez aujourd'hui ne sera récolté par l'administration que dans 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, elle regarde, comme nous on le fait, nous les professionnels, c'est un sujet qui est quand même relativement récent, et qui n'est pas très abouti. On l'a vu cette année, quand on doit, nous, procéder à des déclarations
l'établissement des déclarations de revenus, on doit tarifer cette déclaration. Mais quand on rentre dans les cryptos, on explose totalement les tarifs. Parce que si on veut être précis, c'est plus long, c'est plus incertain, on n'a pas toujours l'information aussi correcte qu'on le voudrait, c'est difficile. Un dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde, Jérôme Barré, les NFT, c'est pas directement de la crypto, mais c'est connexe, ces œuvres d'art digitales, virtuelles, numériques, c'est un marché sur lequel vous intervenez, vous aussi. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même chose. Le Bitcoin, c'est un jeton. Ouais. On pourrait appeler ça un bon chez nous, mais c'est un jeton. Le NFT, c'est un jeton qui n'est pas mélangeable, non fungible, c'est-à-dire que vous en achetez un, il ne ressemble pas à l'autre. Le marché a explosé, toujours sur la même population de personnes plutôt jeunes. Il y a l'affaire de M. Peeble il y a quelque temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce M. Peeble ? Ce monsieur, il a fait 5000 photos non-stop, qu'il a appelé ses fucking Mother Day pendant 5000 fois. D'accord. Et qui sont des photos de tous ordres. Il en a fait un petit artefact. Ouais. Et ce petit artefact, il l'a mis aux enchères et il l'a vendu 69,3 millions de dollars. Ah, c'est inspirant. Rien que ça. Et il a été charmant parce qu'il a quand même donné à l'acquéreur la vraie photo de NFT, au moins il y a déjà quelque chose. Parce qu'en fait, quand vous achetez un NFT de ce type, alors est-ce que vous achetez le jeton ? Est-ce que vous achetez l'image qui est sous le jeton ? Ouais. Est-ce que cette image est une œuvre d'art ? Si vous achetez le jeton, on peut considérer que c'est de la plus-value sur bien meuble. La plus-value sur bien meuble, c'est 22 ans. Au bout de 22 ans, vous n'avez pas de taxation. Si c'est une œuvre d'art, vous avez le régime spécifique des œuvres d'art, 6,5, ou bien le régime des biens meubles. Et puis, si on ne sait pas ce que c'est, et là encore, on n'est pas toujours tout à fait fixé. Ça ouvre la porte à des contentieux interminables. Alors, sur le plan civil, ce qui est amusant, il y a un cas en Angleterre où l'intéressé a vendu son crypto, son NFT, et l'acquéreur se plaint parce qu'il n'y a plus accès. Il a disparu. Donc il y a aussi des problèmes de storage, diraient les Anglais. Jérôme Barré, c'est très clair, on voit que c'est un domaine où les contentieux vont se multiplier. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Sébastien Auret. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes directeur commercial de Mimco AM. On va revenir sur cette structure d'origine luxembourgeoise. D'abord, j'aimerais qu'on fasse le point sur un fonds que vous avez lancé récemment, le Mimco Green Value. C'était en début d'année ? C'est un petit peu plus récent puisqu'on l'a lancé il y a un mois. Donc on est vraiment au tout début de la commercialisation de cette stratégie. C'est quoi ce Mimco Green Value ? Alors c'est une stratégie qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on va aller faire du développement de plateformes logistiques en France et de la restructuration d'actifs obsolescents. Bon, la logistique, c'est un thème d'investissement un petit peu à la mode dans l'immobilier depuis quelques temps. Très à la mode. Ça a connu vraiment différents pics de croissance. Début des années 2000, 2010 et puis surtout plus récemment avec le Covid. Il y a au moins un côté positif avec le Covid, c'est que ça a vraiment bénéficié à cette classe d'actifs. Il y a beaucoup d'institutionnels qui se focusent de plus en plus sur la logistique. Et puis, il y a des opportunités à saisir puisque finalement, l'univers de la logistique se révolutionne et il y a de très fortes demandes. Donc, nous, on va se spécialiser sur du développement de plateformes. Donc, ce fonds immobilier Mimco Green Value, c'est de la logistique et puis de la restructuration d'actifs obsolescents. Exactement. Donc, on peut faire de la restructuration de friches industrielles, on peut faire de la restructuration d'actifs. Le but du jeu, c'est vraiment de faire correspondre un actif immobilier aux futurs besoins des utilisateurs. On est sur quel format sur ce fonds immobilier ? C'est pas de la SCPI classique ? C'est pas de la SCPI, en effet. On est sur des fonds professionnels. Donc là, c'est un statut de SAS à capital variable. D'accord. Donc avec des tickets d'entrée qui sont plus élevés, qui ne sont pas accessibles à tout le monde et qui sont uniquement c'est minimum 100 000, c'est ça ? Alors oui, par rapport à l'AMS, c'est minimum 100 000. Nous, on a mis le ticket d'entrée à 250 000 €. D'accord. Ok. Donc c'est pour l'investisseur qualifié et effectivement il y a un profil et c'est la responsabilité, on le rappelle, du conseiller du CGP. Exactement. De s'assurer que son client est éligible. Exactement, oui, c'est lui qui va faire le rapport d'adéquation et qui va vérifier que ça correspond bien à l'attente de son client. Donc le minimum c'est 100 000 et vous dites pour rentrer sur ce véhicule, pour nous c'est 250. Exactement. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut revenir sur Mimco ? Je dois avouer une vaste inculture. Je ne connais pas bien Mimco, vous êtes d'origine luxembourgeoise. Et alors exactement, c'est ça, c'est que Mimco Capital, puisque c'est le groupe, alors moi je travaille pour Mimco Asset Management, mais le groupe Mimco Capital est un opérateur immobilier qui est basé à Luxembourg depuis 5-6 ans. Spécialisé dans tout ce qui est restructuration d'actifs et développement de projets. Donc on a une vraie casquette de value add et on participe activement à
restructuration des actifs. D'accord. En France, votre présence auprès des CGP? Alors en France, notre présence auprès des CGP, c'est depuis le début, depuis le début de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe de 4 personnes sur le terrain qui rayonne un petit peu partout en France et qui développe nos partenariats auprès des CGP et des family office depuis déjà 5 ans. D'accord. Et puis, il a été décidé d'avoir notre propre société de gestion française, justement, qui a été agréée l'année dernière. Et donc, on continue le bon débarrage et on participe activement au développement de Mimco Asset Management. Votre terrain de jeu, votre expertise, c'est l'immobilier sur des véhicules, on va dire, entre guillemets, haut de gamme, qui adressent une population d'investisseurs, entre guillemets, un petit peu haut de gamme, à fort pouvoir. Vous faites ces fonds professionnels, vous faites aussi du club deal. Oui, exactement. Ouais. On en a fait un. On rappelle, le club deal, c'est réservé, il y a un nombre d'investisseurs, on est plafonné à 10 ou 20 investisseurs. Oui, en général, oui, c'est entre 10 et 30, c'est exactement ça. C'est un nombre restreint d'investisseurs. C'est une façon différente de proposer, de participer à un projet immobilier. C'est sûr que ce qui séduit de plus en plus nos partenaires et les investisseurs, c'est parfois, d'ailleurs, on a même des club deals qui sont éligibles à l'article 150 0 Better. Ouais. Donc, quand on veut faire de la possession, on a constaté que beaucoup des clients de nos partenaires CGP étaient séduits par ce type de fonds, parce que, pour le coup, c'est pas une stratégie de fonds, justement, dans laquelle il a l'impression de ne pas comprendre. Là, on va lui identifier clairement un actif, une opération, c'est plus clair. Donc, ça nous permet d'arriver avec une offre. Alors certes, les tickets d'entrée sont encore plus élevés. En général, c'est de l'ordre de... En général, on est plutôt aux alentours de 500 000 euros. D'accord. Après, ça dépend. Ça peut arriver qu'on ait 2 gros investisseurs, donc peut-être on va diminuer le ticket. Ça dépend, c'est tout l'avantage. Et ça nous permet également, là, je pense à l'opération qu'on a bouclée il n'y a pas longtemps. On a fait une opération à Courbevoie. Donc on avait une dizaine d'investisseurs qui se sont positionnés sur ce club deal. Donc c'était très intéressant, super. Et on a fait le tour de table en quelques semaines. Mais de la même façon... La durée de commercialisation, c'est quelques semaines, c'est ça? Entre 1 et 2 mois. On présente le projet et les investisseurs qui sont déjà un petit peu au courant d'un futur club deal... faut y aller. Exactement, il faut y aller. Parce qu'en général, on va leur appeler le cash au moment où on fait l'opération, on lance l'opération. D'accord. Donc il faut pouvoir dégainer rapidement, comme on dit. Et ça veut dire qu'en termes de partenaires de CGP, ce sont des partenaires CGP qui connaissent le mécanisme et qui savent que voilà, il y a une zone de tir de quelques semaines. Oui. Si j'ai le client, c'est maintenant qu'il faut lui proposer, ça va pas être dans 2 mois, quoi. Oui, alors ce qu'on fait aussi avec certains de nos partenaires, c'est que comme on va faire à peu près 4-5 club deals par an, d'accord. Bon, si c'est pas celui-là, ce sera peut-être celui d'après. Donc ils ont la capacité d'expliquer à leurs partenaires. On peut également, moi je peux les accompagner pour expliquer à leurs partenaires. On peut faire une réunion à notre bureau, on peut leur faire visiter le site éventuellement de l'actif qu'on vise. Voilà, donc on a une vraie souplesse et on a une vraie relation de proximité avec nos partenaires. Toute dernière question, en termes d'actifs sur ces club deals, on est plutôt sur quoi? Sur de l'industriel, Ça dépend. Par exemple, à Luxembourg, on est plutôt sur du résidentiel. On fait des opérations de développement sur plutôt du résidentiel. Et là, le club deal à Courbevoie, c'est un immeuble de bureau de 2000 m² qu'on va transformer en école. Donc on peut faire une extension. Et là, c'était un souhait de faire une école. Ok, c'est très clair. Sébastien Auret, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Pierre-Laurent Fleury. Pierre-Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre-Laurent, je le rappelle, vous êtes le président de Ménimore et à vos côtés, votre comparse Gilles Artaud. Gilles, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Gilles, vous êtes le président de PLP Soft. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Où en est le mariage? C'est acté, ça y est, c'est finalisé? Alors juridiquement, pas tout à fait. Parce que j'ai l'impression que ça fait des mois que c'est en cours. On a commencé par un partenariat et on est allé sur la fusion. Et la fusion, c'est plus récent. On l'a annoncé en février. Bon, ça sera acté quand? Vers l'été. Ah oui, vous êtes sur la dernière ligne droite? Tout à fait. Ça se passe comment, Pierre-Laurent, l'intégration? Eh bien, bien, parce qu'on l'a déjà commencé dans la mesure où on est déjà dans les mêmes locaux. Et donc, on est capable d'envisager l'avenir ensemble. Tous les projets, on les fait ensemble. Les équipes travaillent ensemble déjà. Les équipes travaillent ensemble. Nous-mêmes, nous sommes dans le même bureau. D'accord. Donc, voilà, ça a créé... On sent une bonne complicité entre les deux. Oui, je crois qu'on peut le dire. Ça, c'est important. On aime bosser ensemble. En termes d'outils, les équipes ont appris à se connaître. En termes d'outils, l'intégration, ça se passe comment? Là, c'est un plan qui va durer 1 an. Hein, d'accord. Où, effectivement, il faut faire converger les outils, aussi bien en termes de base de données, de référentiels, d'UX,
d'expérience utilisateur pour qu'à la fin, vraiment, les gens ne savent plus qu'il y a un outil qui vient de l'un, un outil qui vient de l'autre, mais il y a un outil unique. Sans couture, quoi. Exactement, complètement sans couture. Gilles, vous pouviez avoir des offres avec certaines fonctionnalités, parfois peut-être un peu concurrentes. Il y a du recouvrement? Alors, au niveau des offres, pas du tout. En fait, on a eu la chance d'avoir des offres complètement disjointes. C'est d'ailleurs une des raisons de notre mariage. Au niveau clientèle, il y avait à peu près 350 clients côté PLP Soft, un peu plus de 700 côté Menimore et seulement une trentaine en fait de recouvrement. Donc on a une belle perspective de vente croisée. Oui, c'est marginal. Ah oui, il y a un beau potentiel à utiliser. C'est vrai que la tendance parmi les éditeurs de solutions est un peu à l'union, hein. On est sur un marché qui se structure. Comment les concurrents ont réagi quand ils ont vu que ces deux poids lourds ou légers s'unissaient pour peser sur le marché? Alors, en fait, ça a amené un certain nombre de petits éditeurs, ce que nous étions nous aussi, hein, à frapper à notre porte, à voir s'il y avait des possibilités de partenariat. De monter dans le train. En fait, le marché, il dit maintenant, il y a deux gros. Et nous, on a toujours une philosophie ouverte. Et donc, des éditeurs plus marginaux en termes de taille, hein, pas en termes de savoir-faire, mais en termes de taille, peuvent avoir effectivement intérêt à voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc la porte est ouverte, vous êtes ouverte aux discussions, c'est ça? Oui, toujours, oui. C'est une question de philosophie. D'accord. C'est le tempérament, c'est la culture d'entreprise. Oui. Et donc, il n'est pas exclu que dans quelques mois, quelques trimestres, on annonce la montée dans le train d'un nouvel éditeur. Une nouvelle société, c'est déjà en discussion. C'est quoi l'avenir de... Donc, on fusionne deux sociétés, on garde le nom Menimore. C'est quoi l'avenir? Il y a quoi dans les tuyaux en ce moment, en termes de développement? Gilles, toi qui es le responsable. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une patate chaude là. Non, du tout. Non, bon, on est déjà bien occupé par, on va dire, la construction commune des offres. On a beaucoup d'idées, c'est un peu prématuré, je pense, de vous dire où on va en termes de nouveaux produits. Mais voilà, on a des belles idées sur lesquelles on est en train de travailler. Une question qu'on se pose quand on voit comme ça des entreprises qui se rassemblent, qui fusionnent. Vous avez un terrain de jeu qui est la France. Est-ce qu'à terme, vous n'allez pas aller sur l'international? Au niveau français, c'est devenu indispensable d'atteindre une taille critique. Est-ce que la suite logique, ça ne va pas être d'aller un peu à l'international? Alors si, on a déjà quelques idées. Est-ce que le Luxembourg, c'est l'international? C'est de l'international. C'est de l'international, mais c'est très proche dans culturellement, géographiquement. Donc pour l'instant, on commence par le facile. D'accord. Mais on s'interdit pas, notamment sur un nouveau projet là qu'on a. Lui, il sera beaucoup plus internationalisable que peut l'être un outil de calcul de succession, qui lui est obligatoirement français. Oui, qui est obligé de tenir compte de la réglementation de la fiscalité locale. Oui. Donc il y a un gros travail de localisation en fait, si on veut aller à l'international. Voilà. Et c'est pour ça qu'on regarde d'autres types d'outils et de produits qui peuvent être plus facilement transfrontaliers. Allez, la question MBA. Là, vous êtes en train de finaliser une fusion, je le rappelle, entre Menimore et PLP Soft. À 5 ans, c'est quoi le profil de Menimore, Gilles? Une belle entreprise où il fait bon vivre, où les collaborateurs sont contents de travailler et le marché satisfait des produits qu'on leur a apportés. D'accord. Voilà, un beau challenger innovant qui aura bien grossi. Voilà, je vous ferai pas le business plan à 5 ans. Hein. Oui, c'est compliqué. Mais enfin, si la question c'est est-ce qu'on a une volonté de croissance, la réponse est oui. D'accord. Voilà. Oui, clairement. On sent que vous gardez votre tempérament artisan, vous n'aimez pas aller trop vite, vous aimez bien l'ouvrage bien fait, mais en même temps, vous avez envie l'un et l'autre d'avancer. Oui, clairement. C'est très clair. Pierre-Laurent, Gilles, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt. À bientôt.